Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc, je me présente, mon nom est Sandra Jackson, je travaille au service d'admission et du recrutement de l'Université de Montréal. Donc, bienvenue à tous dans cette séance d'information qui, je le rappelle, s'adresse aux étudiants admis, donc qui ont reçu une offre d'admission pour les cycles supérieurs, donc soit un DESS, une maîtrise, un doctorat, donc un programme de deuxième ou troisième cycle. Je vous explique rapidement comment va fonctionner le webinaire aujourd'hui. On va aborder plusieurs sujets. Bon, et je ne serai pas toute seule également, j'ai plusieurs collègues qui sont avec moi pour répondre à nos diverses questions. Donc aujourd'hui, on va aborder des sujets comme les prochaines étapes, les modalités de la rentrée, la session d'automne, à quoi ça va ressembler, les bourses, le financement et bien sûr les démarches d'immigration. I'm going to just tell you about the webinar. So welcome to everyone. This webinar is going to be a bit bilingual. So it's going to be mainly in French, but we're going to make sure that all the important information will be said also in English. So the topic that we're going to see today is after the admission, what is the next step once you're admitted? And what will the next trimester will look like? We're going to talk also about scholarship and funding, and of course, we're going to talk about immigration. Donc, sans plus attendre, je vous propose qu'on commence. Je voudrais accueillir mon premier invité, Clément Arsenault. Bonjour Clément, ça va bien? Ça va bien, merci. Écoutez, dans un premier temps, je vous propose de vous présenter et de présenter brièvement également les ESP, donc les études supérieures et postdoctorales. Merci beaucoup, Sandra. Oui, effectivement, je suis vice-recteur associé aux ESP. Donc, ESP, c'est l'acronyme pour les études supérieures et postdoctorales. Donc, c'est une unité à l'Université de Montréal qui s'occupe des études supérieures, donc ce qu'on appelle en anglais les graduate studies. Donc, en fait, les études supérieures, ce sont tous les programmes de deuxième et de troisième cycle, donc ce qui vient après le premier cycle qu'on appelle ici le baccalauréat. Donc, le deuxième cycle, en général, ce sont les programmes de maîtrise. On a également d'autres programmes au deuxième cycle qui sont des programmes courts de type diplôme spécialisé ou micro-programme. Et pour le troisième cycle, bien sûr, ce sont les doctorats. Donc, voilà, donc vous allez entendre l'expression études supérieures, mais quelquefois, vous allez entendre aussi études graduées, qui est une traduction plus ou moins correcte de Graduate Studies, mais en fait, c'est possible que vous entendiez les deux. Dans notre rôle, en fait, c'est de suivre les étudiants de deuxième et de troisième cycle, donc de l'admission jusqu'à la diplomation. Donc, on s'occupe de l'admission, du cheminement, de la diplomation. Et donc, ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que la gestion des études supérieures à l'Université de Montréal, elle est quand même assez décentralisée dans les unités. C'est-à-dire que nous, on a un rôle de coordonnateur, mais par exemple, les admissions, les dossiers d'admission sont étudiés dans les unités où les programmes résident. Et les unités nous font une recommandation et c'est nous qui émettons donc les avis d'admission pour les étudiants au cycle supérieur. Donc, voilà, on fait une validation de la conformité. Après que c'est fait, on émet donc les avis. Et donc, vous êtes tous des gens qui avaient reçu normalement un avis d'admission. Et voilà, donc, pour les étudiants internationaux en particulier, on a une expertise pour valider les dossiers, les diplômes étrangers. Donc, les unités font vraiment appel à nous un peu plus précisément pour les étudiants étrangers. Et il y a quand même aussi, par contre, certains aspects qui sont traités par le Bureau des études le Bureau des étudiants internationaux, dont on va vous parler tout à l'heure. Et puis, donc, l'inscription, l'admission, donc, c'est déjà fait pour vous. Et puis, donc, si on pense aux prochaines étapes, bon, il va y avoir l'étape de l'inscription. C'est une des questions qui revient souvent, justement, mais une fois qu'on est admis, c'est quoi l'étape suivante? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, en fait, c'est ça. Il y a l'admission et ensuite, c'est l'inscription à vos cours. Aux études supérieures, si vous êtes dans un programme qu'on appelle avec un programme de type recherche, donc une maîtrise qui comprend la rédaction d'un mémoire ou un doctorat qui comprend la rédaction d'un doctorat, pour ces programmes-là, l'admission, l'inscription au cours, elle est faite
par le département, donc par ce qu'on appelle le TGDE ou la TGDE. En fait, c'est un acronyme que vous allez apprendre à connaître rapidement. Donc, c'est la technicienne en gestion des dossiers étudiants qui se charge donc de faire l'inscription au cours pour les étudiants des programmes recherche. Pour les étudiants qui sont admis dans des programmes qu'on appelle les programmes courts, c'est-à-dire les diplômes d'études spécialisées, DESS ou les micro-programmes, à ce moment-là, pour ces étudiants-là, l'inscription, il est possible de la faire directement via son centre étudiant. Donc, c'est l'étudiant qui doit procéder à l'inscription de ses cours via son centre étudiant. Okay. Is it possible to make a small resume in English? Because I think it's important to know what are the next steps once you're admitted. What needs to be done? Yes. So after admission to in your program, the next step is to register for your courses. For students who are in research programs, for instance, a master's program that require a dissertation, or a PhD program that requires a thesis. For these programs, you do not need to take any action. The department, the TGDE, the technician in charge of student records, will register you in your courses automatically. For those students who are enrolled in the short programs, so for instance, the micro programs or the DESS, Diplôme d'études spécialisées, for these programs, the student has to make the registration by him or herself through the centre étudiant, so the student center in the system. So it's possible to, it's required to do it by yourself for these programs. Okay. And of course, one of the next steps also will be taking care of the immigration process, but we're going to see that a bit later on with Aude Lecouturier. Une autre question, Monsieur Arsenault. Bon, il y a une pandémie, bien sûr, en ce moment. Qu'est-ce qui va se passer, ou qu'est-ce qu'on sait déjà, qu'est-ce qu'on peut dire pour la session de septembre, le trimestre de septembre prochain, donc à l'automne? Est-ce que ça va avoir un impact? Comment ça va se traduire, tout ça, dans la réalité d'un étudiant? Bon, bien sûr, personne n'a une boule de cristal, et puis les conditions sanitaires évoluent au jour le jour. Il y a des différentes directives gouvernementales qui sont émises de semaine en semaine, donc on suit ça attentivement. Pour l'instant, on demande aux étudiants, à tous les étudiants, de se présenter sur le territoire. Ça ne veut pas dire que nécessairement tous les cours vont être en présence sur le campus toutes les semaines. Donc, il y aura différentes formules, soit des formules hybrides où il y aura, par exemple, certaines séances sur le campus et d'autres séances à distance. Mais il y aura d'autres cours qui seront entièrement sur le campus. Donc, il y aura diverses modalités finalement d'enseignement qui seront déterminées, qu'on est en train de déterminer en fait plus précisément. Mais la directive générale, en fait, c'est vraiment que tous les étudiants doivent venir sur le territoire. Parfait. On verra tout à l'heure justement en termes d'immigration, d'ouverture de frontières, tout ce qui touche la question de la quarantaine et tout ça. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. I think it's important to say this in English as well. So what will happen for the next trimester because of the COVID-19? Is there going to be change? What will the trimester look like? Yes, of course, we're following the situation closely. The situation changes sometimes rapidly, and we have different restrictions given by the government from week to week. So we're looking closely into that. But for the time being, the directive is for every student to come to Canada on site to follow their courses. It doesn't necessarily mean that all courses will be
given on campus physically. Some courses will have different, for instance, a mixed formula where some weeks some students will be on campus, and other weeks another batch of students will be on campus. There might be alternate. It might be alternated this way, or sometimes some courses will be on campus altogether, and others will have different modalities. We're actually working right now into determining what will be possible. We have restrictions for having at least 1 meter of distance between students in classrooms. So we're calculating how many students we're able to have in each classroom. It's a bit difficult, but we're working on it, and based on the results, you will be given different instructions on how your courses will be given. But for the time being, the requirement is for students to come to Canada. Parfait. Et bien sûr, on suit la situation de près. Hein. Comme vous le savez, c'est une situation qui évolue de semaine en semaine dans tous les pays. I'm just going to ask you a question in English also, because we receive a lot of questions about the topic. It's about the French admission test. So a student that is admitted in a graduate program, so either in a master, doctorat, what kind of tests can he expect to pass? Right now, where the university is in the process of revising its policy on requirements for French tests. But for the time being, each program has its own requirements. So you really need to check with your program, with your program head, for instance, if you have any questions regarding what is required, check with them to see, because in different programs, the requirements might be quite different. For instance, someone in linguistics will have a requirement for a higher level of French than someone who is in a science program such as physics or computer science. So the requirements vary from program to program. Some requirements are to have a test just in order to evaluate if there are needs for extra language courses, just to during the first semester, for instance, just to reinforce the French. And some other programs have requirements of a certain level of French for admission. So there are different requirements for each program. So you really need to check what are the requirements in your program, and if you have questions, address them to your program director. Parfait. Je vois qu'on a une question d'une personne qui lui demande de traduire nos réponses en français. Je vous rassure, si vous êtes francophone, vous allez vraiment avoir toutes les réponses dans ce webinaire. Tout ce qu'on dit en anglais est bien sûr dit même beaucoup plus étoffé en français. Et pour nos étudiants qui sont moins habiles avec le français, oui, rassurez-vous, toute l'information importante est dite en anglais, même s'il y a un petit peu moins d'informations. C'est sûr que de l'information sur les tests de français, en tant que francophone, normalement, vous n'en avez pas besoin. Donc, je pense qu'on va sauter cette traduction pour l'instant. Exact. Juste un petit mot également. Normalement, ce webinaire s'adresse vraiment aux gens qui ont déjà été admis, donc qui ont déjà reçu leur offre d'admission. Mais bon, je pense qu'il y a des gens qui ont un petit peu anticipé la réponse. Il y a des gens qui ont déposé leur demande, mais qui n'ont toujours pas leur réponse. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors, c'est sûr qu'en ce moment, c'est une période très active pour nous parce qu'on a vraiment un gros volume là, de dossiers d'admission en ce moment. C'est la période charnière, si on peut dire. Donc, on est en train vraiment de les étudier. Les réponses vont sortir au cours des prochaines semaines, celles qui ne sont pas encore sorties. Mais c'est sûr qu'avec le volume qu'on a en ce moment, il peut y avoir des délais de quelques semaines, mais on est vraiment très actif dans l'étude des demandes, et puis donc il peut y avoir des variations de programme à programme, comme je vous expliquais tout à l'heure. C'est que les dossiers sont d'abord étudiés dans les unités par les comités d'admission
dans les unités de chaque programme et ensuite, ils sont transférés chez nous. Donc, il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles ils sont pas tous étudiants en même temps, c'est-à-dire que les comités se réunissent à différentes dates selon les programmes et donc voilà, donc il peut y avoir des petits délais de quelques semaines, mais ça roule assez rondement pour l'instant et donc on réussit à sortir quand même pas mal d'avis d'admission là, à chaque jour. Parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup, M. Arsenault, pour toutes ces réponses à nos questions. Je vous remercie beaucoup. Je vois que dans le fil des questions, il y a beaucoup de questions sur le financement, les bourses. Donc, ça tombe bien parce que notre prochaine invitée, Diane Rodier, est une experte en matière de financement. Bonjour, Diane, ça va bien? Bonjour, ça va bien. Et toi? Oui, très bien, merci. Donc, déjà, première question, c'est quoi les différents types de bourses qu'on peut avoir, bourses et financements qu'on peut avoir au cycle supérieur? Et surtout, comment est-ce qu'on fait pour y avoir accès? Comment est-ce qu'on les demande? Oui, parfait. Alors, d'abord, je vais du moins me présenter. Je suis l'adjointe à la directrice et vice-rectrice associée et également responsable du bureau des bourses, des études supérieures et postdoctorales. En fait, ma réponse va se décliner en trois sous-questions, dans le fond. La première, c'est qu'est-ce que c'est que la bourse d'exemption UDM? En fait, la bourse d'exemption UDM s'adresse à tous les étudiants internationaux, sauf pour les étudiants français et belges francophones, parce que ceux-ci bénéficient déjà d'une exemption des droits de scolarité supplémentaires. Au début de chaque trimestre, la bourse à la maîtrise réduira de 35 la facture des frais de scolarité, tandis que la bourse au doctorat réduira la facture des frais de scolarité du montant supplémentaire qui est normalement facturé aux étudiants internationaux. En conséquence, l'étudiant au doctorat paiera l'équivalent d'un étudiant québécois. Dans le chat, vous retrouverez le lien vers les informations sur la bourse d'exemption UDM. Parfait. So OK. Est-ce que vous voulez que je fasse un petit résumé en anglais tout de suite là-dessus? Oui, oui. Perfect. So I'm just going to make a short resume about the exemption scholarship program. That is really, really interesting. Actually, it applies to all international students except for the French students and the French-Belgian student because they already have an agreement with the government, so they already have an exemption from the additional tuition fees. But for the other international students, there is the exemption scholarship program. So at the master's level, the master's scholarship will reduce the bill for tuition fees by 35%. So that's something. At the doctoral level, so the doctoral scholarship will reduce the bill for tuition fees by the additional amount. So the additional amount is normally charged to an international student. So that means that the doctorate student will pay the equivalent of a Quebec student. So that's really, really interesting as well. My colleague will put the link in the chat to make sure that you have all the information on this program, and it's available in French and in English on the website. Alors, la deuxième sous-question, c'est quelles sont les bourses auxquelles vous pourrez postuler? La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a vraiment plusieurs et on les retrouve sous différentes formes. Alors, les différentes bourses accessibles aux étudiants internationaux sont les suivantes. Ce sont les bourses des grands organismes subventionnaires canadiens et québécois. On a aussi des bourses. Nous, les études supérieures et postdoctorales, offrons des bourses régulièrement durant l'année scolaire. Ensuite, les facultés et les départements offrent également plusieurs types de bourses. Il y a les bourses de fondation et également les bourses de la direction des affaires internationales. OK. Oui, je voulais juste terminer en disant que je vais vous inviter à explorer les différents types de bourses via la section financement des études supérieures et postdoctorales et le site web des bourses. Dans le chat, vous trouverez des liens intéressants à explorer. Oui, c'est vrai qu'on trouve beaucoup d'informations sur le site web. N'hésitez pas à aller fouiller, là, vraiment, toute l'information est là. Et si vous avez plus de questions, bien sûr, nos équipes sont là pour y répondre. Je vais juste faire une rapide traduction pour nos futurs étudiants qui sont moins à l'aise avec le français. Donc, as Diane Rodier was saying, so of course there is the exemption scholarship program, but there is also a lot of other possibilities for a scholarship.
a lot of possibilities that are available for international students. So there is grant from a major Canadian and Quebec granting agency. There's a graduate and postdoctoral studies scholarship. There's grant from your faculties, your department, foundation grant. There's also a scholarship from the International Affairs Department. So there's a lot of possibilities. And once again, my colleague will put the link on the chat to make sure that you have all the appropriate information. I see on the question link that you do have a lot of questions about scholarship. My colleague will try to answer a majority of your questions that you are asking about. Donc, je disais justement qu'il y avait quand même beaucoup de questions sur le financement et les bourses dans la section questions-réponses. Parfois, c'est des questions un peu plus personnelles qui se répondent un peu moins de manière générale parce que parfois, c'est des cas un peu plus individuels. Donc, mes collègues qui sont, que vous ne voyez pas, mais qui sont avec nous dans le webinaire, vont tenter de répondre à un maximum de ces questions. Diane Rodier, merci beaucoup pour toutes les informations. Merci. Je vois également, et ça c'est bien sûr le sujet de l'heure, le sujet qui est toujours très, très demandé à ce temps-ci de l'année, c'est bien sûr le processus d'immigration, donc comment ça fonctionne pour venir étudier à Montréal une fois qu'on a tous nos documents, une fois qu'on a la lettre d'admission, comment on fait pour avoir tous les permis d'études. On a avec nous Aude Lecouturier. Bonjour Aude. Bonjour Sandra, bonjour tout le monde. Donc Aude, écoute, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Alors, mon nom est Aude Lecouturier. Je suis la responsable du bureau des étudiants internationaux des services aux étudiants à l'Université de Montréal. C'est vraiment le bureau, le service finalement qui est là pour vous, les nouveaux étudiants internationaux et les anciens étudiants internationaux d'ailleurs, pour vous aider dans vos démarches d'immigration, mais aussi quand vous allez arriver dans votre accueil, dans le soutien, toutes les questions que vous avez. On est là pour que votre expérience à l'Université de Montréal soit la meilleure que vous puissiez avoir. So my name is Aude Lecouturier. I'm the International Student Office Manager. So the BEI, because this is how we call it here, the Bureau des étudiants internationaux, is really the office at the University of Montreal for the international students. So if you have any question about immigration, about your integration, when you're going to arrive, what's going to happen, what kind of activities you can participate, just send us an email or call us, and we will be very happy to help you during all your time with us at the University of Montreal. Parfait. Écoutez, Aude, c'est pas toujours clair pour les étudiants le processus à suivre, les documents qu'ils doivent avoir. Est-ce que c'est possible de nous faire une espèce de vue globale de c'est quoi les étapes au niveau des formalités d'immigration? So what are the steps? What kind of documentation they need to get in terms of visa or whatever to make sure that they're able to come in next September? Oui, bien sûr. Alors, si vous venez pour un séjour de plus de 6 mois, donc pour un programme de plus de 6 mois, ce qui est souvent le cas pour la plupart d'entre vous, vous allez avoir besoin de deux documents pour pouvoir étudier ici au Québec. Vous allez avoir besoin d'un certificat d'acceptation du Québec, puis d'un permis d'études. Le certificat d'acceptation du Québec, qui se demande auprès du gouvernement québécois, auprès du MIFI, le ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration du Québec. Retenez le MIFI, c'est votre nouvel ami. Et cette procédure se fait à partir du moment où vous avez votre avis d'admission. Alors, si jamais certains d'entre vous attendaient encore l'avis d'admission, il faut attendre. Vous pourrez lancer votre démarche de CAQ après l'avoir eu. La demande se fait en ligne. Il y a plusieurs formulaires à remplir, plusieurs documents à soumettre. Vous allez devoir prouver pour certains d'entre vous, dès la demande de CAQ, vos capacités financières et des preuves d'identité, etc. So to start the procedure, if you plan to come in Montreal for more than 6 months, you're going to need 2 documents. First, the CAQ, Certificat d'Acceptation du Québec. I said it in French because this is how I need you to remember it. And then you're going to need a student permit. So the CAQ, the Certificat d'Acceptation du Québec, you have to apply to get it in front of the MIFI, le ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration du Québec. You apply online. And you're going to need some, of course, identity document like a valid passport, but also your letter of acceptance at the University of Montreal. So your avis d'admission in French. That's the first document that you need to get to be able to apply for the CAQ. So if you don't have it yet, just wait. And when you have it, you apply. Après avoir fait votre demande de CAQ et après l'avoir obtenue, vous allez pouvoir demander le permis d'études. Le permis d'études se demande auprès du gouvernement fédéral, cette fois, donc le gouvernement canadien. C'est aussi une demande qui se fait en ligne directement. Là aussi, plusieurs documents, plusieurs formulaires à remplir
Et vous allez là devoir prouver pour tout le monde vos capacités financières. Donc, ça veut dire prouver que vous avez assez de ressources financières pour venir étudier dans le programme où vous avez été admis. Au niveau du permis d'études, vous allez aussi avoir à faire vos données biométriques, donc à fournir des empreintes digitales et une photo d'identité. Et même si vous avez un passeport biométrique, ça ne change rien, il va falloir les donner dans un centre de collecte du gouvernement canadien. Pour certains d'entre vous, vous pourriez aussi avoir à demander en plus un visa. En plus du permis d'études, la demande se fait en même temps, mais c'est des frais supplémentaires, puis c'est un document supplémentaire et éventuellement, rarement, pour certains d'entre vous, à passer un examen médical dépendamment de votre pays de citoyenneté. Ce n'est pas pour tout le monde du tout, c'est plutôt rare, mais certains pays de citoyenneté, vous pourriez avoir cette obligation en plus. So when you get your CAQ, Certificat d'acceptation du Québec, you're going to be able to apply for the student permit. The application is made in front of the federal government, so IRCC, Immigration Refugee Citizenship Canada, and you do the application online too. For this application, you're going to need also valid passport, of course, your letter of acceptance. You're going to need to prove your financial capacities to study here in Montreal. So you have several documents to submit with your application, and you're going to need to give your biometrics. So during the process, they're going to send you a letter and ask you to give your biometrics in a Canada Service Center. And for some of you, maybe you might have to also apply for a visa. The application is made at the same time than the student permit, so it's very easy to do, but it's more fees to pay, of course. And some of you might have to do also a medical exam depending on your citizenship. So it's not a lot of people who have to do it, but some of you might have. Immigration will ask you to do it if you have to, so you don't have to like search for 2 days to find the information. They will ask you to do it if you need to do it. Yeah, so ça c'est pour le permis d'études aussi. Et donc, c'est quand vous allez avoir votre lettre d'acceptation du permis d'études, ce qu'on appelle la lettre d'introduction, que vous serez en mesure de vous présenter à la frontière, récupérer votre permis d'études et entrer au Canada. So at the end of all this procedure, you're going to receive from IRCC introduction letter, une lettre d'acceptation explaining to you that your application is done now and that you can come to the border and get your student permit. Parfait. Donc, c'est beaucoup d'étapes, mais c'est sûr que tant qu'on les fait dans l'ordre et qu'on se donne du temps pour les faire, ça fonctionne bien. Moi, Aude, j'ai une question d'un étudiant qui se demande sur quelle raison ou sur quelle base est-ce que l'immigration pourrait refuser justement le permis d'études. It's a question that's asked in English, so if you can translate the answer as well. So the question is, on which basis can immigration refuse to deliver the permis d'études? Sure. So they might refuse if, by example, so also the first reason would be you don't provide all the required document that you have to provide. So by example, if you don't have a valid passport, you cannot apply, so they will reject your application. If you don't have a letter of acceptance, but one of the main reasons that we see is financial capacities, because the law requires you to prove a certain amount of money that you have in your bank account or in your parents' bank account, and you can prove that they will support you. And so sometimes we saw a rejection of application regarding the financial capacities. Also, we might see refusal of a student permit on the basis that immigration is not convinced that you're going to go back in your country after your studies. Because when you apply for a student permit, you apply for a temporary statute. So you need to make sure that in your application, immigration can see that you understand that it's temporary, even if in your own personal life, you plan to maybe stay here after. For this application, you're applying for a temporary statute. So you need to make sure that they understand that you will go back in your country after the end of your studies. OK, donc le permis peut être refusé justement soit s'il manque un document, soit si les ressources financières ne sont pas présentes, ou s'il manque de cohérence dans le projet d'études, si je comprends bien, c'est ça? Exactement. D'accord. C'est sûr qu'on est là pour vous aider également si jamais il y a des problèmes dans ces niveaux-là. Mais encore une fois, votre meilleur ami dans tout ça, j'ai l'impression que c'est le temps de déposer le plus rapidement possible les demandes pour ces documents. Oui, tout à fait.
Ah ouais, pardon, peut-être, Sandra, je peux même justement transitionner sur en ce moment la réalité. Puis, exactement, et on a beaucoup de questions là-dessus. Oh, justement, qu'est-ce qui se passe avec la COVID? Ça fait que là, je vous ai décrit le processus normal. En ce moment, évidemment, tous ces processus sont affectés par la crise sanitaire. Une des premières conséquences qu'on voit, c'est les délais de traitement. Les délais, habituellement, si vous êtes admis en ce moment, normalement, vous n'avez pas de problème à obtenir vos documents pour fin août, par exemple. En ce moment, les délais de certains bureaux des visas sont beaucoup plus longs. Alors, je vous invite à très vite faire vos demandes, ne surtout pas traîner. Dès que vous avez votre avis d'admission à l'Université de Montréal, vous faites votre demande de CAQ et dès que vous obtenez votre CAQ, vous faites votre permis d'études. Ne perdez pas quelques semaines entre chaque démarche. C'est vraiment du temps en ce moment dont on a besoin. Pour certains bureaux des visas, les délais de traitement au niveau du permis d'études sont très longs. On est en train de regarder comment on va faire pour accompagner ces étudiants, justement parce qu'on sait qu'il y aura peut-être un risque que les documents ne soient pas obtenus au 1er septembre. Alors, vous inquiétez pas, on est conscient de ça, puis on regarde les stratégies à mettre en place. So the first consequence of the COVID-19 situation, of course, is the processing time for the CIQ application and the student permit application. Both government has longer processing times, so you need to apply as soon as you get your avis d'admission from the University of Montreal. It's very important that you don't lose any time between all the different steps of the application. Some of you, maybe depending on your citizenship, might see that their visa office are very, very slow to go through all the application. We are very aware of this situation. We are not completely sure that you will be able to get your document in time for some of you, depending on your citizenship and on your visa office, but we are working on different kind of solutions to make sure that you will be able to start studying with us in September, because that's of course our main priority. Une autre conséquence de la COVID-19, c'est les nouvelles règles qui ont été mises en place aux frontières. Fait qu'évidemment, en temps normal, vous obtenez votre lettre d'introduction pour le permis d'études, vous présentez à la frontière, vous rentrez, tout va bien. En ce moment, il y a beaucoup de règles sanitaires qui ont été mises en place à la frontière. Il y a tout un process, puis notre collègue Jonathan va vous mettre des schémas que les autorités ont préparés qui sont très, très clairs pour vous montrer toutes les étapes à faire. Mais si je résume, les étapes pour pouvoir entrer au Canada en ce moment, la première, évidemment, c'est d'attendre votre lettre d'introduction. Vous ne pourrez pas venir comme visiteur, ça ne marchera pas. Et ça va être la première chose de passer un test COVID moins de 72 heures avant de monter dans l'avion. Il vous faut un résultat négatif d'un test COVID moins de 72 heures. Vous devez réserver un hôtel accrédité par le gouvernement dans lequel vous allez passer vos premiers jours de la quarantaine. Vous devez ensuite évidemment réaliser une quarantaine, donc un 14 jours en isolement qui inclut les 3 premiers jours de l'hôtel. Et vous devez repasser un test COVID quand vous arrivez au Canada et un dernier test COVID quand vous êtes proche de finir votre quarantaine. Là, je le résume très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais vous allez voir, les schémas qu'on vous partage sont extrêmement bien faits. Je vous explique toutes les étapes que vous avez à cliquer à chaque fois. C'est tout un plan pour votre voyage qu'il va falloir organiser. Ce n'est pas obligatoirement extrêmement compliqué, mais il faut bien passer par toutes les étapes pour pouvoir être autorisé à entrer au Canada. Et il faudra surtout préparer toute votre quarantaine, à réfléchir à comment vous allez vous loger pendant la quarantaine, comment vous allez manger pendant la quarantaine, etc. So another consequence, of course, of the pandemic is a lot of new rules at the border. So actually, right now, visitor cannot enter. So you have to wait for your letter of acceptance for your study permit application to be able to enter Canada. And you're going to have to organize, actually, your travel to Canada. You're going to have to be able to show that you have a negative COVID-19 test less than 70 hours before you I'm losing my word, you enter the plane. Then you're going to have to book at minimum 3 days at the government authorized hotel to start your quarantine when you arrive. You're going to have to plan, of course, a full quarantine, so 14 days. You have to make sure that you have a place to do it, that you're going to be alone there, that you're able to eat during your quarantine, etc. And you're going to have you're going to have a new COVID-19 test when you arrive in Canada, and another one, the last one, at the end of the quarantine. So it's like a lot of steps, and we are sharing with you a very good graphic from the government that explains everything, and so you can just go through all the different steps, but you have to make sure that you respect all of them to be able to enter Canada.
Of course, we don't know if in September it's going to be the same rules because it changed a lot since the beginning of the pandemic. So we're going to adapt and of course communicate with you as soon as there is any change, any new regulation that you have to respect. Évidemment, comme je disais, on ne sait pas quelles seront les règles à l'automne. Alors pour l'instant, je vous explique ce qu'il y en est en ce moment, mais ça se peut que ça change. Donc restez bien informés, consultez les sites des gouvernements. Et puis évidemment, nous, on communiquera avec vous s'il y a des nouvelles règles qui s'appliquent pour entrer au Canada, des conditions qui disparaissent, etc. Parfait. Donc, c'est sûr qu'en effet, ça change un petit peu l'arrivée à la frontière. On a quand même beaucoup de questions encore sur le processus, notamment, il y a une étudiante qui nous dit que les centres de collecte de données biométriques en France sont fermés. Comment est-ce que les gens peuvent faire dans ce cas-là? Oui, alors malheureusement, il n'y a rien à faire. C'est justement un des problèmes aussi qui retarde beaucoup le traitement des demandes. Dans certains pays, donc comme par exemple en France en ce moment, les centres de collecte de données biométriques sont fermés et la seule solution, c'est d'attendre. C'est pour ça qu'on vous incite vraiment à faire vos démarches le plus rapidement possible parce que toujours gagner est un bon jour gagné. Vous ne pouvez pas aller dans un autre centre de collecte, c'était très clairement précisé par les autorités. Vous devez attendre que le centre réouvre et qu'on vous convoque pour pouvoir fournir vos données biométriques. Parfait. J'en profite juste pour dire un petit mot par rapport à une question que je viens de voir. Donc, les personnes qui ont la citoyenneté canadienne, mais qui ne vivent pas au Canada, n'ont pas besoin, bien sûr, de demander un permis d'études ou un CAQ. Donc, vous revenez dans votre pays. Donc, il n'y a pas de problème au niveau documents d'immigration. Par contre, c'est sûr que toutes les règles par rapport à l'arrivée au Canada en raison de la COVID, ça, bien sûr, ça peut s'appliquer, bien sûr, à vous. C'est deux processus différents. On a beaucoup de questions sur les capacités financières. Quel montant est-ce qu'on doit avoir sur ses comptes pour avoir le visa? Comment est-ce qu'on fait pour prouver ses capacités financières pour obtenir justement ces fameux documents? Oui, alors je peux répondre rapidement, puis je vais juste préciser qu'on a donc un jeudi sur deux, on fait des séances d'information qui sont entièrement sur les démarches d'immigration. Alors, n'hésitez pas à revenir. Il y en a une cet après-midi, par exemple, parce que là, cette semaine, on est ensemble. Il y en a une cet après-midi à 13h30 heure de Montréal. Mais sinon, une semaine sur deux, il y en a. Puis là, on fait 1 heure entière sur ça. On passe vraiment à travers le détail des capacités financières. Ouais, si jamais. Là, rapidement, globalement, au niveau du CAQ, pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir approuvé les capacités financières et ça inclut un 13 500 $ de frais de subsistance pour la première année. Vous devez prouver comment payer vos frais de scolarité pour votre première année. Donc là, il faut regarder votre facture des droits de scolarité. Dans votre avis d'admission, c'est aussi indiqué le montant des frais de scolarité. Vous devez prouver la capacité de payer un billet d'avion aller-retour et aussi un 500 $ de frais d'installation. Au niveau du permis d'études, les montants sont légèrement différents, mais on tourne autour de la même idée. On est aussi à peu près autour de 11 000 $ pour la subsistance, les droits de scolarité aussi, le billet d'avion. Donc, concrètement, ça peut facilement amener à devoir trouver un budget de, je dirais, facilement 20 000 $ et vous devez le prouver en respectant les listes de preuves qui sont acceptées par les autorités. Donc, le MIFI et Immigration Réfugiés Citoyenneté Canada, sur leur site, vous trouvez la liste des preuves qui sont acceptées. Ça peut être des relevés bancaires, par exemple, des engagements financiers de vos parents, etc. Et c'est ces preuves-là qu'il faut soumettre pour prouver vos capacités financières. Parfait. Do you want me to say it in English or no? Oh, yes, of course. Very quickly in English also. So just so you know, we have, and I think I saw my colleague, he posted the information on the chat, but we have specific webinar about the immigration procedure, like in detail, we go through all the different criteria and requirements. But to answer about the financial capacities, you actually have around I'm not good with the number in English, Sandra, if you want to help me, but you have to prove like more than $10,000 for the scholar fees. You also have to prove around $13,000 for the subsistence fees, so the money that you're going to need to eat, to live here, etc. You usually have to prove that you have the money to fly here and go back in your country. And also sometimes installation fees, like around $500 when you arrive, just to make sure that you are able to pay for all the first fees that you're gonna have. So to prove that, there is a different document that are allowed and accepted by the different governments. So the MIFI have a specific list and the IRCT has another list. So you have to make sure that you submit
proof that are accepted by the government where you're applying. Parfait. On a une question sur l'assurance maladie. Donc, comment ça fonctionne? Actually, it's a question that was asked in English, so if you can answer this in English as well. It's a question about health insurance. How does it work? How much does it cost? Yeah. So as a student immigrant, you have an obligation to have a medical insurance. And you're gonna, I guess if you're asking the question, it's because you saw in the requirement list that you have to prove that you're gonna have a medical insurance. So how we work here at the University of Montreal is that as a student, international student, we automatically put a medical insurance in your file. So you don't have to find a medical insurance. Actually, we won't accept your personal medical insurance except in a very specific situation. But for most of you, we already put the medical insurance. And when you arrive here in Canada, we give you your medical card, and you're going to be able to use your medical insurance contract here in Canada. So for your application, they usually know that when you have a letter of acceptance from the University of Montreal, it means that you're going to automatically have a medical insurance, but it might be a good idea to just like put the information in one of the letters that you're submitting and explain that the medical insurance will be provided automatically by the University of Montreal. And the fees for this medical insurance is around $300 per semester. And so, yeah, $300 per semester. Canadian dollars, of course. Et pour l'assurance médicale, rapidement en français aussi, la façon dont ça fonctionne, donc en tant qu'étudiant international, vous avez l'obligation d'avoir une assurance médicale à partir du premier jour où vous arrivez sur le territoire canadien. À l'UDM, cette assurance est automatiquement ajoutée à votre dossier, donc ce n'est pas à vous d'aller chercher une assurance de votre côté. Et d'ailleurs, on n'accepte pas les assurances individuelles, sauf certains cas exceptionnels. Et vous n'avez donc rien à faire à ce niveau-là. L'assurance est mise à votre dossier. Vous allez voir les frais qui sont de $300 par semestre à votre facture des droits de scolarité. Et puis, quand vous arrivez, nous, au BEI, on va vous donner les numéros de certificat de votre contrat d'assurance et comment accéder à votre contrat, faire des réclamations, etc. Parfait. Aude, merci beaucoup. C'était encore très, très instructif, comme d'habitude. Au revoir. Donc, tout le monde, je vous remercie énormément d'avoir participé à cette séance d'information. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait avec vous aujourd'hui. Je voudrais remercier également toute l'équipe derrière que vous ne voyez pas, mais qui ont répondu, qui sont là derrière pour nous aider à répondre à un maximum de questions. Bonne journée tout le monde!